de descendre dans les bas-fonds de la trahison. Et, comme chacun le sait, c'est dans le cadre de la rubrique intitulée « Les grandes figures africaines de la collaboration avec le néocolonialisme et l'impérialisme » que j'envisage mon propos de ce soir. Ce propos est intitulé « La responsabilité historique de Félix Houphouët-Boigny dans l'emprise criminelle de la France-Afrique sur les États néocoloniaux du précaré français. » Beaucoup de personnes, à la lecture de ce titre, se sont inquiétées de ce que d'aucuns ont appelé hier sur un site à Abidjan, un site internet à Abidjan, la deuxième mort d'Houphouët. Je rassure ces personnes, on ne meurt qu'une fois. Personne ne meurt deux fois. Houphouët, pas plus que les autres. J'ai eu aussi une lettre de Néné qui a dit il y a un risque de profanation de la mémoire de Houphouët-Boigny. La mémoire de Houphouët-Boigny, par ses propres soins, a été sacralisée tout au long de son règne de plusieurs décennies. Mais cet homme qui a commencé la politique dès les années 40 et qui est décédé au pouvoir en 1993, on a dit qu'il était le père de la démocratie ivoirienne. Je pense que sans le combat d'un certain nombre de personnes qu'il a éliminées physiquement et de certaines personnes qu'il a arrêtées avant de les contraindre à l'exil, il n'y aurait jamais eu la démocratie et le multipartisme en Côte d'Ivoire. Une troisième légende nous est souvent présentée comme une vérité d'évangile. Houphouët-Boigny serait le fondateur du Rassemblement démocratique africain. C'est inexact. Il en a assuré la présidence. C'est un fait que nous ne pouvons pas contester. Mais c'est Mamadou Konaté du Mali qui a créé le RDA. Ce n'est pas Houphouët-Boigny. Donc il faut en finir avec cette autre légende. Dernière chose, dernière légende. Houphouët-Boigny aurait été l'homme de la paix qui a permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre un niveau d'essor économique tel que certains impétrants ont qualifié ce pays de véritable Suisse de l'Afrique, pour autant que la Suisse soit un modèle de réussite économique. Je voudrais donc, de la façon la plus officielle, par-delà toutes les outrances, que le statut d'Houphouët-Boigny ne permet pas à un homme qui se dit africain d'accepter, à savoir un aîné qui a tiré sa révérence et qui n'est plus de ce monde. Dans la mesure où il n'est plus de ce monde, je demande donc à ceux qui sont en capacité de contester ce que je dis ce soir, de le défendre. Donc je demande un débat public, ouvert, contradictoire, médiatisé. Parce qu'il a un biographe qui a écrit un certain nombre de fadaises pour pouvoir enjoliver sa mémoire, entachée par des actes de forfaiture et de trahison d'une extrême gravité. J'en appelle à la jeunesse de Côte d'Ivoire, plus précisément à la jeunesse panafricaniste de Côte d'Ivoire, pour qu'elle mette un terme au mythe
de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur des indépendances africaines. Félix Houphouët-Boigny, non seulement a combattu les indépendances africaines jusqu'au bout du bout, mais Félix Houphouët-Boigny est un père fossoyeur de l'indépendance de l'Afrique, la véritable indépendance. J'affirmerai la défense par Félix Houphouët-Boigny de la position diplomatique de la France, qui s'est appuyée opportunément sur le groupe dit de Monrovia pour combattre en 1963 la proposition faite par le président Kwame Nkrumah de créer une dynamique unitaire décisive entre les États africains au cours du premier sommet constitutif de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, convoqué en Éthiopie par Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié. 6e point, je mettrai l'accent sur le rôle de sentinelle attitré de l'impérialisme français en Afrique, joué par Félix Houphouët-Boigny, afin de déstabiliser systématiquement tous les régimes réputés progressistes et de servir de soutien logistique et de base arrière aux fauteurs de coups d'État et de guerre, aussi bien au Biafra qu'au Libéria, voire plus récemment au Burkina Faso encore. 7e, je mettrai un point d'honneur à rappeler le parrainage sur injonction expresse des institutions financières internationales du technocrate burkinabé Alassane Dramane Ouattara, qui se vit offrir sur un plateau en or la primature ainsi que la gestion des finances publiques de la Côte d'Ivoire afin d'y appliquer des mesures draconiennes d'austérité qui conduisirent le pays au bord de la banqueroute financière. Depuis lors, son poulain Ouattara n'a eu de cesse de financer des rébellions et de fomenter des troubles dans le seul but d'accéder coûte que coûte à la magistrature suprême. 8e point, je mettrai l'accent sur le pillage et le détournement des deniers publics de la Côte d'Ivoire par Félix Houphouët-Boigny et son clan, et aussi la dilapidation de plusieurs milliards de dollars qui se sont volatilisés dans la nature et qui auraient été gérés à la demande de Félix Houphouët-Boigny par Nouvian Dominique dit Madame Ouattara, actuelle présidente de la République, le Coderne de la Côte d'Ivoire. Le territoire qu'on appelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire, des 14 pays qui sont sous la tutelle de la France, est le territoire qui a le plus subi une saignée pendant la traite négrière. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui a subi le plus de morts parmi les 14 pays que certains appellent les pays du précaré français. Je voudrais d'ailleurs, à cet égard, rappeler que sur ce territoire, les Français avaient fait un recensement de 7 millions d'habitants. 7 millions d'habitants. Au moment où les événements que je vais relater se sont produits, il n'y en avait plus que 3 millions. Ça veut dire que 4 millions d'êtres humains ont été supprimés. Par suite de ce que Marcel Amonji, dans son ouvrage très recommandable, intitulé Félix Houphouët et la Côte d'Ivoire, l'envers d'une légende. Et on voit Foccart sur la photo en train de donner des directives à Houphouët pendant que Houphouët fait un discours. C'est-à-dire que Foccart lui dicte quasiment ce qu'il faut faire. Mais c'est le visage de Foccart qu'il faut regarder. Il est sévère et dur. Donc pour les Français, Houphouët était
un individu qui était sous ordre et qui subissait une pression. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire s'appelait les comptoirs des Burnis. Parce que les Français disaient qu'ils trouvaient beaucoup d'ébène là-bas. Après, les mêmes Français vont dire qu'ils trouvent beaucoup de défense d'éléphants. Donc l'ivoire, c'est ça qu'on va chercher après l'ébène. Mais je voudrais m'en tenir à des faits irréfutables. Premièrement, il y a 4 vagues de population qui sont venues par des courants migratoires que l'érudition moderne peut cerner de façon claire par vagues successives vers le territoire qu'on appelait les comptoirs des Burnis. Premièrement, il y a des populations de langue mandée qui étaient venues de la vallée du Nil, et plus précisément du Soudan, et qui se sont installées dans les régions septentrionales de la Côte d'Ivoire. Il y a des populations de langue voltaïque qui sont venues, mais qui étaient aussi liées aux populations de Guinée et du Mali. Donc, parmi ces populations, il y avait des Peuls Fulani que la transhumance a éloignés du territoire proprement dit de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, mais qui ont séjourné pendant longtemps dans un contexte semi-pastoral. Il y avait des populations venues de la vallée du Nil, qu'on appelle aujourd'hui en Guinée des Malinqués, qui cohabitaient avec les populations qui ont fondé l'empire de Congo. Donc j'appellerais ça le substrat septentrional du peuplement de la Côte d'Ivoire. Des études doivent être faites sérieusement en collaboration avec le département d'histoire et d'archéologie de l'université d'Abidjan pour pouvoir établir ce qu'on appelle les jalons de sa migration. S'agissant de la région qu'on appelle aujourd'hui la Syrie, avec comme épicentre Grand Bassam, ce sont des populations qui sont venues d'Abyssinie, donc de l'Éthiopie actuelle, qui par vagues successives sont passées par le Ghana pour ensuite s'installer en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que la population qu'on appelle l'Enzima, des recherches sont entreprises dans ce domaine par le doyen Mbala, qui, dans le cadre de notre institut, a fait plusieurs exposés pour introduire cette problématique. Quoi qu'il en soit, des personnalités éminentes du Ghana et de la Côte d'Ivoire sont issues de ce qu'on appelle l'Enzima. Mais la personnalité la plus connue en France, issue de ce territoire, c'est quelqu'un qui était devenu conseiller culturel du roi Louis XIV, à la cour même de Versailles. Les archives de la royauté française disposent de moult éléments pour justement reconstituer sa biographie. On ne le fait pas pour des raisons qui sont liées aux préjugés racistes tenaces de la France. Ensuite, il existe des populations qu'on appelle baoulées, qui, elles, se sont installées
dans la zone un peu méridionale de la Côte d'Ivoire. Ces populations sont aussi originaires du Ghana. C'est sur cette population que je focaliserai aujourd'hui mon analyse afin de cerner la personnalité de Houphouët-Boigny. Les Baoulés. Je n'entrerai pas dans les spéculations qui veulent que Houphouët-Boigny soit un étranger dont la mère est ivoirienne. Parce que chaque fois, les nègres disent que tel est étranger. Je vais dire quelque chose maintenant qui soit très clair. Étant donné nos connaissances des migrations, personne n'est étranger sur aucun territoire d'Afrique. Personne n'est étranger sur aucun territoire d'Afrique. Ça, c'est la France qui a inventé ces histoires-là, qui ont fait le lit de l'ivoirité. Il y a les populations qu'on appelle les Ouais, dont certains ont payé un lourd tribut à la répression sanguinaire de Ouattara et de ses microbes. C'est-à-dire les supplétifs d'Ozo et les criminels en liberté. Il y a les populations de la frontière du Libéria qui ont aussi beaucoup subi parce qu'il y a une rébellion qu'on appelle le Mpigo et des choses comme ça qui ont saigné ces régions. Et il y a les populations de la lagune, de la cuvette d'Abidjan même, qui sont des autochtones. Les populations qui ont essaimé depuis l'Abyssinie et la Nubie et qui sont arrivées à Grand Bassam, aujourd'hui encore, leur langue, le nom de leur roi qui s'appelle Amon, c'est son titre, Amon, Amon Djifou, leur calendrier, leur mariage, leur fête coutumière, c'est l'Égypte ancienne et l'Abyssinie. Voilà, je dis que la superposition est totale. Totale. Et cela illustre, mieux que tous les discours, la thèse de l'unité culturelle de l'Afrique noire, chère à Cheikh Anta Diop et à ses disciples. Amondi écrit, parce qu'il fallait expliquer pourquoi les Occidentaux, qui ont exterminé les Amérindiens, ont décidé qu'il fallait faire la traite des Noirs. Et quand ils ont pris cette décision, les Portugais, les Espagnols, les Français ont estimé que la Côte d'Ivoire était un des territoires où on trouvait les nègres les plus valeureux, les plus athlétiques, les plus résistants, les plus endurants. Si on va aujourd'hui en Guyane, les populations qui ont refusé l'assimilation religieuse et culturelle, qu'on appelle les Bonis, c'est des Ivoiriens. C'est en Côte d'Ivoire qu'on les a pris. Quoi qu'il en soit, Amondi écrit, page 28 et 29. Je cite maintenant. Pour mettre en valeur les immenses terres conquises dans les Indes occidentales, les Espagnols avaient d'abord réduit les naturels indigènes de ces contrées en esclavage. Mais les conditions inhumaines qui furent imposées aux populations amérindiennes vaincues les décimèrent à un tel point que de bonnes âmes chrétiennes, notamment Bartholomé de Las Casas San Emur, c'est alors qu'on eut recours tout naturellement à l'Afrique. Je cite. Alors commença la terrible épreuve de la traite des Noirs. L'attitude irréductiblement apathique des Amérindiens et la nécessité d'obtenir rapidement des richesses, de conquérir des terres découvertes, produisirent un paradoxe. Envoyer des esclaves noirs afin d'éviter la disparition définitive des Amérindiens. Les races noires étaient réputées fortes et résistantes au travail, et malgré les très mauvaises conditions dans lesquelles se pratiquaient, les théologiens et les moralistes chrétiens acceptèrent finalement cette solution comme un moindre mal.
En 1510, commence alors la contrebande de chair humaine noire. Les Noirs sont traqués et capturés comme des animaux dans les forêts de l'Afrique. On les arrache à leur famille et ils sont dans des conditions horribles, transportés dans le Nouveau Monde. On les y vendait comme du bétail, tant les colonisateurs avaient un besoin insatiable de travail de leurs bras robustes. Fin de citation. Des dizaines de millions de femmes, d'hommes et d'enfants furent ainsi transportés dans des conditions inhumaines en 350 ans environ. Les régions qui forment aujourd'hui la Côte d'Ivoire payaient un très lourd tribut à ce monstre vorace comme les autres pays du continent africain au demeurant. Cependant, les populations de ces régions furent plus coriaces que d'autres, comme en témoignent d'anciennes relations. Je cite, « Si la nécessité y oblige quelqu'un, ou qu'on veuille traiter avec eux les nègres d'Assini, il faut bien prendre des mesures de sécurité et y aller bien armé et en grand nombre. Les funestes accidents qui sont souvent arrivés à des Blancs dans leur terre en font avec justice appréhender l'approche. » C'est une manière de dire que la résistance à la traite négrière ont été, dans ces contrées-là, plus importantes que partout ailleurs. Je cite la suite. Le trafic transatlantique vidait ainsi l'Afrique de ses hommes les plus valides, les plus forts, les plus jeunes, les plus intelligents, les plus aptes au travail et à la guerre. Le commerce, basé sur ce trafic inhumain, déchaînait les guerres et les razzias. Pour chaque esclave qui arrivait vivant en Amérique, 6 hommes, femmes et enfants confondus mouraient d'abord, soit du fait des guerres pour se procurer du bétail humain en vente, soit du fait du mauvais traitement auquel les malheureux qui avaient été capturés étaient soumis au cours de leur acheminement au lieu d'embarquement ou en cours de traversée. L'esclavagisme est donc à la source de tous les maux actuels de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire en particulier. Et ceci de 2 manières. D'une part, c'est la cause principale du retard économique du continent africain. Le trafic transocéanique atlantique commença au moment même où les principaux pays d'Europe occidentale connaissaient l'explosion des sciences et des techniques qui bouleversa le monde à la charnière du Moyen-Âge et des temps modernes. La possibilité d'atteindre toutes les parties du littoral africain par des voies maritimes supprima, pour ainsi dire, l'obstacle saharien qui avait entravé les contacts fécondants entre le monde déjà connu et la plupart des peuples noirs à découvrir. Les peuples de l'Afrique n'étaient pas alors significativement en retard sur les autres peuples de la Terre. La rencontre, si elle avait tendu à procurer des avantages mutuels aux uns aux autres, aurait eu inévitablement pour conséquence de hisser les paysans et les artisans africains au niveau d'habilité des paysans et des artisans européens de l'époque. Malheureusement, la rapide spécialisation du continent noir dans le rôle d'un vaste gisement de main-d'œuvre servile mettait et même renforça son isolement. De sorte que le retard relatif de l'Afrique par rapport aux principaux pays de l'Europe occidentale ne pouvait que s'approfondir au fil des années, dans les temps même où le travail intense et gratuit des habitants noirs déportés en Amérique devenait le principal facteur de l'augmentation du bien-être matériel et du progrès technologique dans les États esclavagistes. D'autre part, l'esclavage moderne est directement lié à cette croissance du racisme. Montesquieu s'étant mis par esprit de méthode dans la peau d'un esclavagiste ordinaire, écrivit, je cite, « Il est impossible que nous supposions un seul instant que ces gens-là soient des hommes. Parce que si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes nous-mêmes pas des chrétiens. » L'édification de l'idéologie raciste fut donc parallèle à l'intensification de la traite et au développement de la lutte contre l'esclavagisme. Quel fut le fait des esclaves eux-mêmes ou celui des abolitionnistes européens et américains? Ce n'est pas par hasard si les préjugés raciaux et la discrimination raciale sont les plus intenses dans les régions où la prospérité des possédants
reposait presque uniquement sur le travail gratuit de milliers d'esclaves noirs. L'idéologie raciste occidentale a d'abord servi de justification à la pratique de l'esclavage. Elle s'est ensuite développée à mesure que se multipliaient les révoltes d'esclaves ou des formes moins éclatantes, mais forcément plus communes de résistance. Elle s'est exaspérée quand il a bien fallu reconnaître aux anciens esclaves les droits élémentaires de l'homme, celui de vivre librement, sans autre contrainte que celle de la loi égale pour tous. C'est par ce processus qu'au retard matériel des peuples africains, l'esclavagisme ajouta un handicap moral supplémentaire, mais non moins déterminant. Lorsque les esclavagistes ne purent plus se permettre de capturer ouvertement les Africains et de les transporter pour en faire des esclaves en Amérique, ils n'en continuèrent pas moins à les considérer comme des sous-hommes qu'il convient maintenant d'évangéliser par la propagation des missions chrétiennes. Donc ce que je veux dire, c'est 3 conclusions. Premièrement, au moment où la France entreprend d'utiliser les techniques maritimes de navigation au long cours, expérimentées par les Portugais et les Espagnols, pour envahir l'Afrique et faire la traite négrière, le royaume d'Enzima était en avance sur la France. Il suffirait de faire juste une étude qu'on appelle l'histoire comparée des faits économiques. Un grand savant d'origine égyptienne, Samir Amin, a, dans l'introduction à son ouvrage célèbre intitulé « Le développement du capitalisme en Côte d'Ivoire », lancé les prémices d'une telle étude. Deuxièmement, en arrivant en Afrique, la France a de facto ouvert ce qu'on appelle de nouveaux marchés. Et le trafic des êtres humains s'est avéré le marché le moins risqué et le plus susceptible d'apporter du profit et de la plus-value. Parce que c'est par des armes à feu qu'ils ont attaqué des populations qui, pour toute défense, n'avaient que des flèches. Donc la disproportion des moyens techniques a fait que dans un premier temps, les Africains ont été fauchés dans ce qu'on peut appeler une agression inopinée, inattendue. Et cet effet de surprise a entraîné des milliers et des milliers de morts. C'est pour cela qu'il a estimé les dommages collatéraux faits dans les razzias. Troisièmement, une fois que les gens ont vu la nature de la menace, une résistance africaine, et pas seulement des révoltes, s'est organisée contre les négriers blancs. Et aujourd'hui encore, cette résistance est totalement inconnue. Parce que Houphouët-Boigny a empêché les historiens d'étudier ces faits-là. Houphouët-Boigny a tout fait pour présenter la France comme un pays qui a évangélisé, civilisé la Côte d'Ivoire et qui non seulement n'a pas tiré des profits, mais a créé en Côte d'Ivoire une infrastructure pour permettre à la Côte d'Ivoire d'accéder à la civilisation de manière précoce. C'est pour ça que Houphouët-Boigny entretenait le mythe selon lequel la Côte d'Ivoire ne doit pas être la vache à lait des autres pays pauvres de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Dahomey, le Niger, la Haute-Volta, etc., etc., la Guinée-Conakry, etc., le Mali. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? J'ai voulu dire que Houphouët-Boigny a repris à son compte la propagande des Français qui prétendent que c'est sans l'arrivée de l'homme blanc, le noir serait toujours en train de galoper dans la savane comme une antilope.
Voilà ce qu'ils ont écrit à l'époque. Et moi, j'ai dit, on aurait dû nous laisser galoper. Parce que notre sort, avec la soi-disant civilisation française, était pire que le sort des antilopes. Voilà ce que Maya dit ce soir. Donc, ce que je veux que les Africains comprennent, c'est d'abord que l'histoire qu'on enseigne n'est pas l'histoire d'Afrique. C'est l'histoire des Européens en Afrique. Cette nuance est très importante. Pourquoi? Parce que cette histoire ne parle jamais de nous, mais parle toujours de l'épopée civilisatrice de l'Européen. Jusqu'au cœur de la forêt vierge. C'est l'Européen qui est le héros. Voilà pourquoi ils ont dit que dans la forêt vierge, il y a un combat entre King Kong et Tarzan. Tarzan, c'est le héros de l'Afrique. Mais personne n'a jamais su quel était le royaume européen de Tarzan. Il n'est roi que dans la jungle africaine. Cette métaphore est destinée à dire que tout ce que les Européens ont écrit sur l'Afrique et sur la Côte d'Ivoire est frappé de caducité. De toute façon, aller à l'essentiel, bon, il est inutile de donner tous les détails, je reviendrai là-dessus. Si nous voulons connaître les Baoulés, il faut mettre de côté les récits tendancieux des ethnologues et des colons français. Et une femme est au cœur de ce qu'on appelle l'identité baoulée. Et dans ma langue, pour dire une femme de vérité, une femme qui ne sait pas mentir, une femme qui est dont la parole est authenticité. On dit Ablawa. Si tu dis Ablawavi, ça veut dire la fille ou le fils d'une femme qui ne ment pas. La reine Ablawapoku, pas Abla. Pas Abla, c'est les blancs qui disent Abla. Ablawapoku. Parce que c'est le même peuple. Quand on dit, dans ma langue, Korvi, ce peuple-là dit Kwevi, mais c'est le même mot. Quand on dit, dans ma langue, Kodjo, ce peuple dit Kwadio, mais c'est le même mot. Quand on dit Abla, ça veut rien dire. Ça veut dire Ablawa. C'est une reine à laquelle je vais consacrer une émission pendant 3 heures et qui, en 1770, va conduire une fraction d'un peuple venu de la vallée du Nil, donc de la Nubie, vers la Côte d'Ivoire, mais en provenance du Ghana. Les Blancs, les locodères, ayant vu les exploits de cette femme, lui ont collé au basque et à la peau une légende selon laquelle elle a tué son fils.
Donc, on a donné une interprétation erronée du mot baoulé à partir de cette légende. Donc, pour traverser une rivière, elle n'a pas hésité à tuer son fils. Or, la première de toutes les choses, en Afrique, pour ceux qui connaissent l'Afrique, je ne parle pas des nègres locmodernisés qui sont des malades mentaux en fait. Un enfant ne tue jamais sa mère. En Afrique. Parce que les empereurs romains ont tué leur mère. Mais tu ne verras jamais un roi africain qui a tué sa mère. Jamais. Le crime le plus grave qui est assigné un déicide, c'est comme si tu as tué Dieu. C'est le maricide, tuer ta mère. Chez le noir africain, authentique. Si je t'emmène chez moi et que j'insulte ma mère devant toi, il faut me tourner le dos à jamais. À plus forte raison la tuer. Mais je vais plus loin aussi. Pour ceux qui connaissent l'Afrique. Parce que les autres, ils connaissent pas l'Afrique. Ils s'amusent. Nous sommes les vrais connaisseurs de l'Afrique. Avec le Dumbi Fakoli. Si une femme tue son enfant, c'est la chose la plus grave. Donc, pour les Blancs, ils savent que s'ils disent que Ablawa Poku a tué son enfant, ça veut dire que c'est une femme qui est diabolique. Ça veut dire aussi que c'est des diablesses qui règnent chez les Noirs. C'est ça que ça veut dire. Donc je vais balayer ces gens de la manière la plus rigoureuse à partir des documents dans les annales même de nos traditions que je connais mieux que quiconque. Cela veut dire que l'étymologie selon laquelle baoulé viendrait de baouli, qui signifie l'enfant a été tué ou l'enfant est mort, d'où le nom baoulé, c'est une fausse étymologie. Oulé, ouli, oulaï, c'est encore un nom aujourd'hui. Oulaï, ça veut dire celle qui protège l'enfant qui s'est éloigné. La protectrice de l'enfant qui s'est éloigné. C'est l'Afrique, ne pas dire ça. Au contraire, le mot qui est à l'origine de l'étymologie du peuple baoulé veut dire au Ghana, dans la langue d'origine, des vrais baoulés qui sont ghanéens et qui sont soudanais. Et dans la langue soudanaise, qu'on appelle aujourd'hui la langue des Noirs, ça signifie celle qui vit dans le souvenir de l'enfant qui s'est éloigné. Et chez nous, on ne dit pas l'enfant s'est éloigné. On dit il est parti chercher les fagots. Et il n'a qui bagbe. Viens, il n'a qui bagbe. Si tu dis que viens, il n'a qui bagbe. Oh non. Ça veut dire l'enfant est parti chercher des fagots. C'est-à-dire il est mort. Et la mère des jumeaux porte son deuil. C'est moi, Gomez, qui parle, c'est pas les petits nègres de Paris. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ablawa Poku n'est pas n'importe qui. C'est la nièce par alliance de Osei Tutu, le fondateur de la Confédération Ashanti. Après la mort de Osei Tutu, son neveu lui succède sur le trône en vertu de la filiation matrilinéaire, c'est-à-dire que
c'est par lignée maternelle qu'on succède sur le trône. Et la succession n'est pas automatique. Il faut que tu sois un initié, élu par le collège des initiés, comme apte à régner, sans emmener la division. Chez les Ashantis, qui sont très proches des Baoulés, l'enfant qui est né de la sœur d'un roi défunt est un bon candidat pour succéder à ce roi. Donc, au moment du décès de Osei Tutu, le fils de sa sœur va donc être confronté à un sage qui n'a pas compris que lui, il est le soutien du roi ou du candidat à la royauté. Donc, il est son conseiller. Et en vertu de son appartenance au conseil des anciens, Issa, c'est son nom, qui est un nom égyptien aussi, qui est le vieil oncle, et Dakon, le second frère d'Ablahapoku. La rivalité éclate. Donc, à Koumassi, une lutte s'engage. Et à l'issue de cette lutte qu'on ne peut que qualifier de fratricide, Dakon est tué. Or, un des serments qu'on prête devant les ancêtres et leur mâne, c'est ne jamais faire verser le sang de quelqu'un qui est de ton clan. À titre d'exemple, tous les empereurs romains assassinaient leurs frères pour aller sur le trône. Or, en Afrique, c'est considéré comme un crime. Il est donc contraint à l'exil avec sa famille. Donc, avec Ablawapoku, et ils vont franchir le fleuve qu'on appelle Comoé. Pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que, après avoir combattu les Baoulés, comme étant de souche du Ghana, et ces faits sont exposés mieux que quiconque par René Aloukwame dans son volumineux ouvrage intitulé Les Akans, Peuple et Civilisation, qui me soit permis de rappeler brièvement la 4e de couverture du professeur René Aloukwame, pour lequel nous avons une grande admiration. Les peuples des côtes de l'or et Kwaka, ainsi que de leurs arrière-pays, ont été appelés à Akan. C'est donc à juste titre, car elles partagent des us et coutumes semblables, des institutions politiques et sociales identiques, avec parfois quelques particularités locales qui écartent toute hypothèse faisant référence à un emprunt récent. Elles partagent une culture commune qui tire ses racines dans un héritage ancestral partagé, souligné par moi. Leurs multiples idiomes, sur la base d'études linguistiques poussées, remontent à un même substrat dialectal qui témoigne d'une origine commune. Sur le plan historique, leur espace a été d'abord une aire géographique de migration tous azimuts, de peuplement complexe, fruit d'événements liés aux guerres, aux rivalités entre leurs composantes, aux actions de personnages ambitieux, créateurs de chefferies, de royaumes ou d'États. Grâce aux marchands du commerce à longue distance sur les pistes, l'aire géographique des populations Akan sera un véritable espace économique intégré qui transcende le commerce de relais et rend rentable l'économie traditionnelle. Les Européens resteront confinés sur le littoral jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, période au cours de laquelle la Confédération Ashanti sera vaincue
par une coalition de chefferies du littoral de la côte de l'Or avec l'appui militaire des Britanniques. Donc si j'ai cité cela, c'est parce que le professeur René Aloukwame confirme 1. La thèse de la parenté linguistique génétique de toutes ces populations. 2. La thèse de l'unité culturelle qui se fonde sur cette parenté. 3. La thèse d'une similitude de l'organisation sociale, politique de toutes ces entités. Je voudrais maintenant expliquer le point névralgique d'implantation de ces populations en Côte d'Ivoire à travers un village qui s'appelait à l'origine Ngokro et qui est connu aujourd'hui sous le nom de Yamoussoukro et qui est la capitale administrative de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Abidjan. Abidjan, c'est la capitale économique. Où Fouette a délocalisé la capitale, qui était un village. Et il a construit la plus grande cathédrale du monde, avec des millions et des millions de dollars, en disant qu'il confie cette cathédrale à la Vierge Marie. Je parle du Fouette. Et tout en confiant la cathédrale à la Vierge Marie, il creuse un endroit où les crocodiles viennent faire le culte animiste pour, et de temps en temps leur envoie des gens pour qu'ils mangent. Parce que Houphouët-Boigny lui-même était un crocodile, un vieux crocodile. Au début du XXe siècle, nous sommes en 1901. Une femme qui se réclame de l'héritage d'Ablawa Pokou et qui s'appelle Yamoussoukro et qui est la tante par filiation directe de Kwasi Ngor. Ngor veut dire le léopard au Soudan. Ngor veut dire le léopard au Congo. Et il dirigeait le village de Ngokro lorsque les colons français arrivent. Le village comptait 500 habitants, moins de 500 même. Selon les Français, 475. Et il y avait 129 à 130 villages qui étaient regroupés sous une chefferie unique. Les Français, sous prétexte de commerce, essayent de débaucher le chef du village. Jam là-bas. Et alors les gens se révoltent. Parce que le chef considère les missions évangéliques comme plus importantes que le culte de ses propres ancêtres. Cela confirme l'idée que les populations africaines n'ont jamais accepté l'évangélisation. Sinon, il n'y aurait pas une telle révolte. La France se venge et incendie le poste de Bonzi qui se trouve à 7 km de Yamoussoukro en prenant la route de Boisflé. Et les Ivoiriens aussi incendient ce poste. Il y a un contre-incendie. À ce moment-là, l'administrateur des colonies, Simon Maurice, a failli être tué.
Et celui qui empêche l'administrateur de tuer, c'est Kwasingo. Et pour que l'administrateur ne soit pas poursuivi et traqué jusqu'à la mort, je parle du locoderme qui s'appelait Simon Maurice. On a dû le cacher, ce blanc-là, apeuré, paniqué. On a dû le cacher chez la tante de Kwasingo, qui n'est autre que Yamousso. Qui est Yamousso? Parce que quand nous parlons de Yamousso, nous parlons d'une femme qui, dans la tradition baoulée, se réclame de ses ancêtres. Qu'elle ait pu offrir une protection à quelqu'un qui incendie les lieux de culte de Baoulé montre à souhait que ce sont des gens qui ont un niveau moral très élevé. Elle eût pu livrer l'impétrant à la vindicte du peuple. Et c'en était fini. D'autant plus que la colonne qui l'accompagnait a été faite prisonnière. Il ressort de ce que je viens de dire que Kwasingo, qui est le chef des Akwe, a sauvé l'administrateur. Or, Oufoué-Boigny, Yamousso était sa mère spirituelle. Il y a un secret que Oufoué-Boigny n'a jamais voulu qu'on révèle. C'est qu'il a été initié comme un enfant spécialisé dans le culte de la capture des crocodiles. Comme en Égypte antique, Horus capturait le crocodile Sobek. Donc c'est un enfant de la tradition. Je peux dire tout ce que je veux de Oufoué, mais c'est un enfant de la tradition. Quand Oufoué parle sa langue, on dirait que c'est la langue qui était parlée au Ghana. Oufoué a 3 qualités. Parce que dans la vie, il faut être juste. Surtout vis-à-vis des gens qui ne sont plus là. On dit en Afrique, il faut se garder de ne dire que du mal de celui qui n'est plus là. Puisqu'il est une créature de Dieu, il doit être aussi humain. Même le diable a des avocats. La première qualité d'Oufoué, c'est que Oufoué fait venir tous les Africains, indépendamment de leur nationalité, en Côte d'Ivoire, pour peu que ces Africains aident la Côte d'Ivoire. Et aussi s'intègrent et se marient. Il y a 2 cas célèbres. Le cas du Dahomey Simplice Zissou, qui est devenu même membre de la famille d'Oufoué, qui était connu parce qu'il dirigeait un très grand club de football et dont la célébrité est connue de tous les Ivoiriens. Il a fait venir des Sénégalais, Thiam, dont le célèbre banquier Tidiane Thiam, qui a exercé en Suisse, qui est membre du PDCI, et qui a été pressenti à un moment par les Français comme un candidat tout à fait présentable pour défendre leurs intérêts. Il fait partie de la famille même d'Oufoué. Oufoué n'hésitait pas à marier ses filles avec des Africains venus d'ailleurs. Oufoué a fait venir des Guinéens qui étaient persécutés dans leur pays et ils sont devenus Ivoiriens. Oufoué a fait venir des Maliens. Ne parlons pas des Voltaïques
qui étaient même ivoiriens, puisque la France les administrait dans la même frontière. L'idée selon laquelle Ouattara ne serait pas ivoirien de naissance n'a aucun sens. Parce qu'à l'époque où Ouattara est né, la France considérait la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire comme un seul et même territoire qu'on administrait. Je vais même plus loin. La France administrait le Dahomey dans le même territoire. C'est ce qu'on appelle l'Afrique occidentale française. Donc c'est par ignorance qu'on dit que celui-ci n'est pas ivoirien de naissance. J'ai jamais dit ça. Pourtant, je ne suis pas proche de Ouattara. Pour moi, ce n'est pas une question d'ivoirien. C'est une question de tous ces peuples vivaient en symbiose avant l'arrivée des Blancs. Il ressort de ce que je viens de dire qu'il y a 3 stades par lesquels l'Africain étudie un peuple. Le premier stade, c'est ce qu'on appelle le clan matrilinéaire. C'est-à-dire, vous vous revendiquez d'un ancêtre commun et vous avez le même animal totémique. Donc, on ne verra jamais un Diarra manger un lion. Il y a des interdits alimentaires qui sont liés à l'emprise totémique de ce qu'on peut appeler l'entité ontologique comme telle. Donc, quand le blanc parle de tribus, ça n'a aucun sens en Afrique. C'est les tribus, le Codem eux-mêmes qui ont parlé des tribus, notamment Tacite, hein? Jules César, qui qualifie les Gaulois de tribus. Mais ça, ce n'est pas nos mots, nous. Voilà. Nous, on avait des clans matrilinéaires. Donc, on avait un ancêtre commun qui avait un totem que tout le monde vénérait. Les Yoruba sont les gardiens du bas d'Horus. C'est pour ça qu'ils appellent Yoruba. Horus lui-même s'appelle Yoru. Bas, le bas d'Horus. Nous sommes les gardiens, les deux premiers. Mais les Yoruba qui sont venus à Ile-Ife appartenaient à un même camp matrilinéaire. Par la suite, les Yoruba ont émigré. Certains sont partis vers Oyo. D'autres sont partis vers Idjebou. D'autres sont partis vers Ondo State. D'autres sont partis vers Ketu. Et dans leur migration, ils ont gardé la langue Yoruba, mais ils se sont mariés avec des femmes Ibo, des femmes de différentes ethnies, des Edo, etc. Donc on les appelle les Yoruba speaking peoples. C'est-à-dire les Yoruba qui continuent à parler Yoruba. Même si leurs mères ne sont plus Yoruba. Or, la filiation étant matrilinéaire, ils deviennent aussi des Edo, des Ibo, etc. Ce qui fait que l'unité de nos peuples va se cristalliser maintenant dans ce que nous appelons les familles lignagières. Et que les Blancs appellent ethnie. Voilà ma position. Nous demandons à ce que tous les faits et tous les concepts désignant des réalités sociologiques en Afrique soient traduits par l'étymologie de nos langues et non pas par la langue des colons.